L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Bettina Cuvillier. Bonjour. Oui, bonjour Aurélie. Alors vous êtes la vice-présidente de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. On va aujourd'hui parler des Européens. Comment peut-on être européen en 2025 ? Pour commencer, qu'est-ce que ça signifie d'être européen, Bettina ? Eh bien, être européen peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel le terme est utilisé. En voici quelques aspects. Sur le plan géographique, être européen signifie vivre sur le continent européen, qui inclut des pays allant de l'Espagne à la Russie. Puis, beaucoup associent l'identité européenne à leur nationalité. Par exemple, un Français, un Allemand ou un Italien peut se considérer comme européen en raison de leur citoyenneté nationale. Ensuite, être européen peut aussi faire référence à un ensemble de valeurs culturelles, historiques et sociales partagées, telles que la démocratie, les droits de l'homme, la diversité culturelle, et également un héritage commun influencé par des mouvements historiques comme la Renaissance, les Lumières et les guerres mondiales. Dans le contexte de l'Union européenne, l'UE, je dirais toujours l'UE, pour faire plus court, être européen peut signifier être citoyen d'un des États membres de l'UE. Cela implique des droits et des devoirs associés à la citoyenneté européenne, comme la libre circulation, des droits politiques et des avantages économiques. Par ailleurs, certaines personnes ressentent un sentiment d'appartenance à une communauté européenne plus large qui transcende les frontières nationales. Cette identité européenne peut être renforcée par des échanges culturels, des voyages et des initiatives de coopération européenne. En somme, être européen est une notion complexe et multidimensionnelle qui peut englober des aspects géographiques, politiques, culturels et identitaires, comme la binationalité par exemple. Est-ce qu'on peut parler de valeurs communes du type liberté, égalité, solidarité ? Oui, en effet, les valeurs communes des Européens reposent sur un ensemble de principes qui unissent les pays et les citoyens au sein de l'UE et au-delà. Voici quelques-unes de ces valeurs. Tout d'abord, la démocratie. La participation des citoyens à la vie politique est essentielle, avec des élections libres et équitables. Ensuite, l'état de droit, l'importance des lois et du respect des droits des individus, ainsi que l'égalité devant la loi. Puis les droits humains, la protection des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, la liberté de religion et les droits des minorités. Rappelons aussi la diversité culturelle, à savoir la reconnaissance et le respect des différentes cultures et traditions qui coexistent en Europe. Bien sûr aussi la solidarité, c'est-à-dire l'entraide entre les États membres et au sein de la société européenne, en particulier lors de crises comme ce fut le cas avec le Covid par exemple. Puis la liberté d'expression, la liberté de circulation et la liberté d'association. N'oublions pas l'économie sociale de marché, qui est un modèle économique qui combine le libre marché avec des protections sociales. Puis un engagement envers la protection de l'environnement et le développement durable, social et économique. Évidemment, l'égalité, à savoir la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment en matière de genre, d'origine ethnique et d'orientation sexuelle. Ces valeurs ou ressources, c'est selon, sont souvent reflétées dans les traités et les politiques de l'UE, ainsi que dans les initiatives des États membres pour promouvoir une société inclusive et respectueuse des droits de chacun. Alors vous avez évoqué l'identité culturelle. Comment les cultures se mélangent à travers l'Europe ? Alors, ces identités culturelles en Europe sont remarquablement variées et sont façonnées par une multitude de facteurs, notamment l'histoire, la langue, la religion, les traditions et les coutumes. L'Europe compte de nombreuses langues, dont certaines sont parlées par des millions de personnes, tandis que d'autres, comme les langues régionales ou minoritaires, sont souvent en danger. Par exemple, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol sont des langues de grande portée, alors que le basque, le breton ou le gallois sont moins répandus. Chaque pays européen a son propre parcours historique qui influence sa culture actuelle. Par exemple, les vestiges de l'Empire romain sont présents dans les pays méditerranéens, tandis que l'Empire austro-hongrois a laissé une empreinte distincte en Europe centrale et orientale. Les traditions varient énormément d'un pays à l'autre. En Scandinavie, par exemple, des fêtes comme le Midsommar, qui est la fête du solstice d'été, sont célébrées, tandis qu'en Espagne, la Feria de Abril à Séville est un événement majeur. Les coutumes de mariage, les célébrations de Noël et d'autres rituels montrent également une grande diversité. Nous en parlons souvent en fin d'année à cette antenne. Au sein des pays, des identités régionales fortes existent. En Italie, par exemple, la culture et la cuisine diffèrent énormément entre le sud et le nord.
En Espagne, la Catalogne et le Pays basque ont des identités culturelles distinctes qui se manifestent par la langue, la musique et l'art. La religion aussi joue un rôle important dans la formation des cultures européennes. Le christianisme, catholicisme, protestantisme, orthodoxie dominent dans de nombreux pays, mais d'autres religions comme l'islam, dont plus de 26 millions de personnes, le judaïsme et le bouddhisme contribuent également à la mosaïque culturelle. L'Europe est aussi le berceau de nombreux mouvements artistiques, Renaissance, baroque, impressionnisme, etc., et littéraires, romantisme, surréalisme, qui façonnent aussi l'identité culturelle. Chaque région a ses artistes et écrivains emblématiques qui portent la voix de leur culture. Avec la mondialisation, les identités culturelles évoluent continuellement. Les mouvements migratoires et l'échange culturel enrichissent les sociétés, mais peuvent aussi engendrer des tensions. Des villes comme Londres, Paris et Berlin illustrent cette interculturalité. En conclusion, je peux dire que les identités culturelles en Europe sont dynamiques, interconnectées et en constante évolution. Cette diversité est une richesse qui contribue à la complexité et à la beauté du tissu social européen. Les défis contemporains comme la crise des réfugiés, les mouvements nationalistes et la crise climatique posent des questions sur la préservation et l'évolution de ces identités culturelles. Bettina, pourriez-vous nous dire quels sont les défis contemporains ? Par exemple, le Brexit et son impact, comment le retrait du Royaume-Uni a influencé le sentiment d'appartenance ? Alors c'est une question intéressante. Effectivement, le Brexit, qui a abouti au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en janvier 2020, a eu un impact significatif sur le sentiment d'appartenance, tant au sein du Royaume-Uni qu'en Europe. Pour certains, le Brexit a renforcé un sentiment d'identité nationale britannique, perçu comme une manière de retrouver une souveraineté perdue au sein des institutions européennes. Le référendum a mis aussi en lumière des divisions internes, notamment entre l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et les Pays de Galles. L'Écosse et l'Irlande du Nord ont majoritairement voté pour rester dans l'UE, ce qui a alimenté des aspirations indépendantistes. Pour les citoyens européens vivant au Royaume-Uni, le Brexit a engendré un sentiment d'incertitude et d'aliénation, certains se sentant moins les bienvenus ou menacés dans leur statut de résidence. Les relations historiques entre le Royaume-Uni et d'autres pays européens ont été mises à l'épreuve, modifiant ainsi le sentiment d'appartenance à une communauté européenne plus large. Les restrictions à la libre circulation des personnes après le Brexit ont affecté le sentiment d'appartenance tout en rendant la vie plus difficile pour de nombreux Européens vivant au Royaume-Uni et vice-versa. Les programmes d'échange universitaires tels que Erasmus ont été aussi affectés, limitant les opportunités d'échange culturel et éducatif qui renforcent souvent le sentiment d'appartenance à une communauté. Le Brexit a exacerbé les sentiments anti-institutionnels, tant au Royaume-Uni qu'en Europe, entraînant une perception négative de l'UE parmi certains segments de la population. En dépit des tensions, des initiatives de coopération entre communautés, villes et régions de différents pays continuent de promouvoir un sentiment d'appartenance à un espace commun, même en dehors des structures formelles de l'UE. On peut évoquer aussi la montée du populisme et du nationalisme exacerbé par le référendum qui a contribué à remplacer certaines formes d'appartenance inclusive par des identités davantage centrées sur l'exclusion et le repli national. À un niveau plus large, le Brexit incite également à une réflexion sur ce que signifie être européen et sur les valeurs qui unissent les citoyens au-delà des frontières. Nous vivons actuellement un changement d'air, comme l'a affirmé Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution concernant notre défense. Le Royaume-Uni prend pleinement part aux grandes rencontres européennes qui se déroulent actuellement pour venir en aide à l'Ukraine et défendre notre continent. Nous voyons bien là que tout évolue et que rien n'est constant. Un autre défi sont les migrations et la diversité. Comment l'immigration façonne l'Europe moderne ? Bien, je dirais que migrer et diversifier sont des processus intrinsèquement liés qui ont profondément changé le visage de l'Europe moderne. L'immigration a été un moteur de transformation économique, sociale et culturelle et a contribué à façonner les identités nationales et européennes. L'immigration en Europe n'est pas un phénomène récent. Depuis des siècles, des vagues de migrants ont apporté des contributions variées, des Romains aux Huguenots, des travailleurs immigrants, des industriels aux réfugiés des conflits contemporains. L'UE, avec sa libre circulation des personnes, a intensifié ces mouvements, facilitant tant l'immigration intra-européenne que celle en provenance de pays tiers. Les immigrants jouent un rôle crucial dans la main-d'œuvre européenne, comblant des pénuries dans des secteurs clés comme la santé, l'agriculture et les technologies.
Il contribue également à l'innovation et à la création d'entreprises. L'apport économique des migrants est souvent critiqué, mais de nombreuses études montrent qu'ils apportent une valeur ajoutée significative, stimulant la croissance et contribuant au système de sécurité sociale. La diversité culturelle enrichit les sociétés européennes, favorisant l'échange de traditions, de langues et de cuisine. Cette mosaïque culturelle contribue à l'essor de la créativité artistique et à l'internationalisation des villes. Cependant, cette diversité peut générer des tensions, certaines populations locales réagissant avec méfiance, voire hostilité face au changement. La montée des sentiments nationalistes et populistes en réaction à l'immigration constitue un défi majeur. Préoccupations liées à l'intégration, à la sécurité et aux ressources économiques alimentent le débat autour de l'immigration. Les politiques migratoires varient d'un pays à l'autre, certains adoptant des approches plus inclusives, tandis que d'autres optent pour des restrictions strictes. Si j'évoque le terme de constructeur d'identité, je peux dire que l'immigration redéfinit les notions d'identité nationale et européenne, incitant à repenser ce que signifie être européen dans un contexte de multiculturalisme. Alors, qu'en est-il des questions environnementales et économiques? Comment la crise climatique et les inégalités économiques affectent les Européens? Alors, la crise économique et les inégalités économiques sont d'autres défis majeurs qui affectent les Européens de diverses façons. Il existe bien sûr un impact de la crise climatique puisque nous vivons des conditions météorologiques extrêmes. Les événements climatiques tels que les vagues de chaleur, les inondations et les tempêtes deviennent plus fréquents et intenses en Europe. Cela entraîne des pertes économiques considérables, notamment dans l'agriculture, le tourisme et les infrastructures. Puis, nous avons une santé publique perturbée, avec une dégradation de l'environnement qui a des répercussions sur la santé, avec une augmentation des maladies respiratoires, des allergies et des problèmes de santé mentale liés à l'anxiété climatique. La migration et ses déplacements font que certaines régions deviendront moins habitables en raison du changement climatique, poussant les gens à migrer, ce qui peut créer des tensions sociales et économiques dans les régions d'accueil. Nous entendons parler d'économie verte. Et la transition vers une économie plus durable peut générer des opportunités économiques dans des secteurs comme les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Cependant, cette transition nécessite des investissements importants et peut entraîner des pertes d'emplois dans certains secteurs. Et puis, il y a un impact des inégalités économiques avec un accès inégal aux ressources. En effet, les inégalités économiques exacerbent la vulnérabilité des groupes socialement défavorisés face à la crise climatique. Par exemple, les personnes à faible revenu peuvent avoir moins de ressources pour se préparer aux catastrophes ou pour s'adapter aux changements environnementaux. Évoquons aussi les coûts de la vie. La crise climatique peut augmenter les coûts de la vie, notamment les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ce qui pèse davantage sur les ménages à faible revenu. Puis, l'exclusion sociale. Les inégalités économiques peuvent limiter l'accès à l'éducation et à la formation, rendant plus difficile pour les individus de s'adapter aux nouvelles exigences du marché du travail dans un contexte de transition écologique. Et enfin, les tensions sociales. L'injustice liée à la répartition des ressources et des impacts des changements climatiques peut engendrer des tensions sociales et politiques, mettant en péril la cohésion sociale. On voit bien ici que la crise climatique et les inégalités économiques sont interconnectées et nécessitent des solutions intégrées. Les politiques publiques doivent viser à atténuer les impacts du changement climatique tout en luttant contre les inégalités économiques. Cela implique de promouvoir la justice sociale, d'investir dans des infrastructures résilientes et de favoriser un développement durable et inclusif. Bettina, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce qu'on peut quand même parler de notre jeunesse européenne, l'engagement des jeunes, par exemple, comment la génération actuelle s'implique dans les questions européennes, comme les initiatives écologiques, les droits civiques et autres? Eh bien, l'engagement des jeunes dans les questions européennes est un phénomène en pleine qui se manifeste de différentes manières. De nombreuses initiatives éducatives visent à sensibiliser les jeunes aux enjeux européens. Des programmes scolaires et universitaires incluent des modules sur l'Union européenne, son fonctionnement et son impact sur la vie quotidienne. Les jeunes sont encouragés à s'informer sur les institutions européennes, les droits des citoyens européens et les politiques mises en place. C'est bien notre job à la Maison de l'Europe. Nous passons dans les établissements scolaires, centres de jeunesse, ateliers, divers de quartiers, etc. Les jeunes utilisent les réseaux sociaux comme outil principal pour s'informer et s'engager. Des plateformes comme Twitter, Instagram et TikTok deviennent des espaces de débat et de mobilisation sur des questions européennes telles que le changement climatique, les droits de l'homme et la démocratie.
Influenceurs et activistes digitaux jouent un rôle important dans la sensibilisation et la mobilisation des jeunes autour des enjeux européens. Les jeunes sont souvent à l'avant-garde des luttes sociales et environnementales, prenant part à des manifestations pour des causes qui touchent à la politique européenne, comme le climat et les droits des migrants. Des mouvements tels que Fridays for Future ou Black Lives Matter ont vu une large participation de jeunes qui interpellent les politiques européennes sur leurs responsabilités face à ces enjeux. Beaucoup de jeunes choisissent aussi de s'engager bénévolement au sein d'ONG qui traitent des questions européennes. Cela leur permet de contribuer activement tout en développant leurs compétences et leur réseau. Je peux citer des associations comme les JEF, Young European Federalists, encourageant l'engagement politique et la participation à des débats sur l'avenir de l'Europe. En ce qui concerne leur implication politique et participation aux élections, cette dernière est un enjeu clé. Des campagnes ciblées visent à accroître leur taux de participation car ils représentent une part importante du corps électoral. Des initiatives comme l'Europe c'est vous, on en avait beaucoup parlé l'année dernière, invitent les jeunes à faire entendre leur voix et à s'impliquer dans le processus décisionnel. Là aussi, c'est tout notre travail à la Maison de l'Europe d'Agen. Quant aux propositions et consultations, l'Union européenne met en place des consultations publiques pour recueillir les avis des jeunes sur des politiques spécifiques, incitant ainsi cette génération à proposer des idées qui reflètent leurs préoccupations et inspirations. Des forums, des événements comme le Forum européen de la jeunesse offrent des espaces d'échange pour discuter de tout cela. L'engagement des jeunes dans les questions européennes est un élément essentiel pour l'avenir de l'Europe. Est-ce que nous pouvons parler de l'avenir, Bettina ? Comment voyez-vous l'avenir de l'Europe ? Ça, c'est une vaste question, très très vaste question. On le voit bien aux actualités actuelles. Enfin, on comprend qu'il se passe des choses graves et importantes. L'avenir de l'Europe est un sujet complexe et multidimensionnel qui suscite de nombreux débats. Il nous faudrait pouvoir en parler lors d'une prochaine émission. Plusieurs facteurs influencent cet avenir, allant des questions économiques et environnementales aux enjeux politiques et sociaux. L'UE continue d'évoluer et des discussions sur davantage d'intégration, notamment dans des domaines tels que la défense, on en parle beaucoup en ce moment, la fiscalité et la politique migratoire sont en cours. L'équilibre entre les intérêts nationaux et européens sera crucial. De nouveaux pays souhaitent faire partie de cette grande aventure et les discussions sont en cours. La réélection de M. Trump, la guerre en Ukraine et la guerre hybride que nous vivons sont des points clés actuellement et l'Europe est confrontée à des défis majeurs avec non seulement la préoccupation d'une défense commune, mais aussi les tensions commerciales. La manière dont l'Europe relèvera tous ces défis déterminera sa croissance future et sa nouvelle force. L'Europe devra investir dans l'innovation et s'assurer qu'elle reste compétitive sur la scène mondiale, tout en protégeant ses valeurs éthiques et sociales. Le respect des principes démocratiques et des droits humains reste fondamental pour l'identité européenne. Des défis se posent en matière de populisme et de polarisation politique. Ces différents facteurs interagissent et leur évolution collective déterminera la direction que prendra l'Europe dans les décennies à venir. Les débats publics et les politiques adoptées au sein des États membres joueront également un rôle crucial dans cet avenir. Merci Bettina. Avant de se dire au revoir, on va redonner rapidement l'actualité de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, à savoir que demain, le samedi 22 mars à 14h, c'est le forum Job d'été. La Maison de l'Europe sera également sur place, donc ça se passe à Agen, au stadium Cours Washington, donc c'est de 14h à 17h30. La Maison de l'Europe vous donne aussi rendez-vous le mercredi 2 avril à 18h30 à la Cité de la Formation de Marmande pour parler du crime environnemental quand la nature devient la victime. C'est une conférence débat, donc je le répète, c'est le mercredi 2 avril à 18h30 à la Cité de la Formation de Marmande. Et puis rendez-vous également le mardi 8 avril à 18h30 à l'espace bar du Florida d'Agen pour l'apéro langue. Ça, c'est un rendez-vous régulier. Et puis vous pourrez aussi découvrir une exposition Artistes d'Europe. C'est du 23 avril et jusqu'au 6 mai. Toujours à l'espace bar du Florida à Agen. Et puis sinon, notez bien aussi que l'atelier mobilité, c'est le mercredi 9 avril à 16h. Et là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est en ligne. C'est une visioconférence, c'est bien cela. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Bettina Cuvillier. Je le rappelle, donc vous êtes la vice-présidente de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Et si, chers auditeurs, vous voulez avoir toutes les informations sur la Maison de l'Europe et sur ses animations, eh bien, rendez-vous sur Internet www.maisoneurope47.eu. Merci Bettina, à bientôt. Merci Aurélie, à bientôt, à la prochaine.
C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.